européenne. Et oui, c'est vrai que nous, écologistes, nous sommes pour une religion plus fédérale. Et je vais même vous dire, mais je sais que je vais peut-être créer quelques colères de M. Todd, mais je pense que le problème, c'est aussi le problème de l'État-nation. Moi, je vous dis franchement, je crois qu'il faut... C'est le vrai débat, ça. Mais oui, c'est ça. On a des vraies oppositions, mais moi, je le dis franchement, je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation et quelque chose de beaucoup plus intégré. Et je sais que c'est un... Mais je préfère quand c'est avoué. Ah mais moi, les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus et je crois beaucoup à une Europe fédérale, à une Europe avec des institutions et un sentiment européen beaucoup plus fort. Et par ailleurs... Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Vous avez vu cette émission présentée par Yves Calvi qui est passée sur France 2 il y a quelques semaines. Je pense que c'est l'émission de l'année, il ne faut absolument pas la rater. Je vous la mettrai en lien sous cette vidéo parce que je pense que ça reflète exactement l'état de notre société actuelle. D'un côté, on a l'UMP, le PS et les Verts, donc avec Madame Cosse, nouvelle secrétaire générale, qui nous vend l'euro, l'Union européenne et l'Europe fédérale. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont pas forcément d'accord sur tout, pas forcément du même avis sur bien des sujets, mais qui ont bien vu que l'euro et l'Union européenne étaient les problèmes d'aujourd'hui, qu'il fallait en parler. Alors évidemment, les trois guignols de l'UMP, du PS et des Verts ont systématiquement botté en touche quand on abordait les questions profondes de l'Union européenne et de l'euro. Enfin, je vous invite à regarder cette vidéo, c'est vraiment incroyable, c'est la vidéo de l'année pour moi. Alors quand même, il faut quand même le dire quoi pour Madame Cosse et puis pour tous les gens comme ça qui veulent vendre, qui veulent dissoudre l'État-nation au profit d'une Union européenne fédérale et ensuite qui veulent nous vendre aux États-Unis avec le traité transatlantique qui est en cours d'étude actuellement. On peut quand même vous dire que vous nous aurez toujours sur votre chemin, hein. Il n'est pas question de laisser faire ceci. Nous, on est français. C'est pas une question d'être nationaliste, c'est une question d'être patriote. On est français, on aime bien les autres, il n'y a aucun problème, on veut collaborer avec les autres, mais pas question d'être absorbé et d'être une simple région de l'Union européenne. Voilà, ça devait être dit. On passe au sommaire de cette émission, donc 50e numéro, dernier avant les vacances de Noël. On va parler d'infos internationales. Alors les infos internationales, comme d'habitude, on va faire un petit peu le tour du monde, on va dire. On va parler de l'Iran, on va parler un petit peu de Snowden, on va parler un petit peu de Big Brother aussi. On va faire également le tour de l'Europe. Des manifestations qui sont passées en Europe, que ce soit en Espagne, au Portugal, un petit peu partout. On va faire le tour de tout ça. On parlera ensuite de l'économie. Alors l'économie, là aussi, on va parler encore de la France. On va parler des licenciements un petit peu. On va parler des différents accords européens qui sont en ce moment à l'étude. Et enfin, on terminera par la santé-environnement, où on va parler gaz de schiste, Fukushima et de la malbouffe. Voilà, vous en avez maintenant l'habitude. Voilà, attachez vos ceintures, on y va. On attaque les infos internationales. On va parler du Japon pour débuter et de cette nouvelle loi de protection des secrets d'État qui a été adoptée. La nouvelle loi sur la protection des secrets d'État au Japon a été condamnée par un groupe d'universitaires dont 2 prix Nobel comme étant la plus grande menace pour la démocratie au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Parlement japonais a adopté cette loi instaurant des sanctions plus sévères pour ceux qui révèlent des secrets d'État. La classification des informations comme secret d'État pourra désormais être effectuée par tous les ministères pour toute information jugée sensible relative à la défense, la diplomatie, le contre-espionnage et la lutte antiterroriste. On parle maintenant de la Russie qui a déployé des missiles Iskander le long des frontières européennes, ce qui suscite l'inquiétude de l'OTAN. Ça, c'est en réponse par rapport au bouclier antimissile américain. Les informations selon lesquelles la Russie a déployé des missiles tactiques Iskander près de la frontière de l'Union européenne suscitent l'inquiétude de l'OTAN, rapporte l'agence Associated Press, citant le commandant suprême allié en Europe, le général Philippe Bridolov. Les missiles tactiques de haute précision Iskander sont destinés à détruire différentes cibles terrestres, des rampes de lancement de missiles, des pièces d'artillerie longue portée, des systèmes de défense antimissiles ou antiaérienne. On parle maintenant de l'Afghanistan, ou plus précisément de l'image de l'armée américaine qui est contrôlée par cette même armée.
Le journal destiné aux soldats Stars and Stripes a révélé que les reporters de la guerre en Afghanistan étaient fichés par une société payée par Washington dans le but de contrôler l'image qui est véhiculée de la guerre. Stars and Stripes vient de jeter un pavé dans la mare en affirmant s'être procuré des documents fournis par Random Group, une société américaine de communication, à l'état-major américain, commentant et notant le travail des journalistes en Afghanistan. Selon le journal officiel des forces armées des États-Unis, mais dont l'équipe rédactionnelle est indépendante du Pentagone, il s'agirait en effet de fiches détaillées sur le parcours des reporters, répertoriant leurs articles, conférences de presse, communiqués et autres travaux, appréciant leur couverture et leur ton, et comportant une note finale, positif, neutre ou négatif. Des accusations qui remettent fortement en cause la neutralité du travail des médias sur le terrain, orientés voire censurés selon la catégorie dans laquelle les journalistes sont répertoriés. Selon le Washington Post, cette pratique aurait déjà été en cours en Irak, à Guantanamo, à Cuba et ailleurs. À Bagdad par exemple, ces fiches seraient même triées par couleur, rouge pour négatif, orange pour neutre et vert pour positif. On parle d'Israël maintenant, on va parler de cette députée d'origine éthiopienne, mais juive, qui voulait donner son sang, mais qui a été refusée par l'organisation Magden David Adom, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge israélienne. Alors ce refus du don du sang de cette députée noire d'origine éthiopienne, Pnina Tamano-Shata, a provoqué en Israël un scandale relayé par les médias. La députée a voulu ouvrir son sang à l'occasion d'une opération de don organisée par le Magen David Adom dans l'enceinte du Parlement à Jérusalem. Mais une responsable de cet organisme, filmée et enregistrée par une caméra vidéo, lui a expliqué que, je cite, « Selon les directives du ministère de la Santé, il n'est pas possible d'accepter le sang spécial d'origine juive éthiopienne. » Selon les médias, le ministère de la Santé estime que le sang des Juifs d'origine éthiopienne, qui ne sont pas nés en Israël, est susceptible de propager des maladies, notamment le sida. On continue, on va parler de l'Irak maintenant, et où le terrorisme continue malheureusement. Et on va parler d'une présentatrice de journal télévisé qui s'est fait assassiner. Une présentatrice donc qui s'appelle Nawras al-Naouyami, qui a été assassinée dimanche dernier près de chez elle dans la ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak. C'est ce qu'a annoncé la chaîne Al-Masoulia. Plusieurs journalistes ont été tués récemment dans le pays. Le 6 décembre dernier, le directeur d'un magazine enquêtant sur la corruption dans la région autonome du Kurdistan avait été assassiné chez lui par des hommes armés. Il s'agit du 5e assassinat de journaliste en Irak au cours des récents mois et le 4e à Mossoul. On parle de l'Iran maintenant, l'Iran qui affirme avoir capturé un espion britannique du MI6. L'Iran affirme qu'il a capturé un espion travaillant pour l'agence de renseignement britannique MI6 dans la ville du sud-est de Kerman. Le chef du tribunal révolutionnel de Kerman a déclaré que l'espion présumé avait admis être entré en contact avec 4 officiers du renseignement britannique 11 fois, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Selon un rapport de l'agence de presse conservateur iranien Tasnim, l'espion présumé a été arrêté après 10 mois de travail et de renseignement et avait déjà eu une rencontre avec des agents britanniques à Londres. On continue et on va parler du Yémen maintenant et de la bavure des Américains puisque un drone américain a tué 15 personnes au Yémen. 15 civils qui se rendaient à un mariage ont été tués par une frappe aérienne dans le centre du Yémen, ont annoncé les autorités locales. Ils auraient été pris pour cible par erreur pour des militants d'Al-Qaïda. Alors ça, bravo pour Obama. On continue, on va parler de Snowden. Snowden qui est actuellement en Russie, mais qui demande maintenant l'asile politique au Brésil, puisque la Russie lui a octroyé un asile d'1 an, il me semble, donc il faut quand même qu'il trouve une destination. Edward Snowden, qui a trouvé temporairement refuge en Russie, a demandé l'asile politique au Brésil en échange de son aide dans le cadre de l'enquête en cours sur les activités d'espionnage américain dans le pays. Quant au journaliste anglais Glenn Greenwald, vous vous rappelez, Greenwald, c'est le journaliste britannique qui travaillait au Guardian avant et qui a relayé toutes les informations d'Edward Snowden. Eh bien lui, il est déjà au Brésil à l'heure actuelle, puisqu'il a subi apparemment pas mal de pression. Il a démissionné de son poste au Guardian, il a subi des pressions, il est parti au Brésil. Eh bien lui, il a déclaré dans un journal que l'objectif ultime de la NSA était, je cite, d'éliminer la vie privée dans le monde entier. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Alors en parlant de la NSA, regardez ce que dit Poutine à propos d'Obama et de l'espionnage. Regardez.
then the Russian-American relations don't really feel like very warm. And so my question is, how do you personally feel about Mr. Obama? Do you communicate, and what are the prospects of Russian-American relations after Snowden's revelations? So how do I feel about how do I feel about Obama after Snowden's revelations? I envy him because he can get away with it. But there is nothing to be happy about, and there is nothing to be sad about, because espionage is one of the oldest professions in the world, just like some other well-known professions. So we won't mention them here. On continue sur le même thème Big Brother, mais on va parler des webcams. Vous savez, les webcams qui sont dans les ordinateurs portables. Apparemment, des gens mal intentionnés ont réussi à allumer la webcam, mais sans allumer le petit lampion qui va avec. Les webcams des ordinateurs peuvent s'allumer discrètement sans que leurs propriétaires s'en aperçoivent, selon les expériences de chercheurs de la Johns Hopkins University, relayées par le Washington Post. Ils ont réussi à enclencher la caméra des ordinateurs sans allumer la lumière LED qui témoigne de son utilisation. Les chercheurs ont concentré leurs expériences sur des modèles MacBook et iMac d'Apple, mais la même technique pourrait théoriquement fonctionner sur les nouveaux ordinateurs de plusieurs autres fabricants. Une technologie spécifique doit normalement empêcher la caméra des ordinateurs Apple de s'enclencher sans l'activation de la lampe LED, explique Stephen Checkway, professeur à la Johns Hopkins University. Les chercheurs ont cependant réussi à craquer le système en contournant la sécurité. Donc dites-vous bien que si vous avez un ordinateur portable, vous êtes espionné de toute façon. On continue et on va parler de l'Europe avec Herman Van Rompuy qui a eu le prix Charlemagne 2014. Bravo à lui. Une superbe photo, regardez. Il est pas beau avec sa serpillière sur la tête? Le président du Conseil européen et ancien Premier ministre belge Herman Van Rompuy s'est vu décerner le prix Charlemagne 2014 de l'unification européenne par la ville d'Aix-la-Chapelle. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière. La ville la plus occidentale d'Allemagne entend ainsi saluer l'importante contribution fournie par ce, je cite, travailleur infatigable, médiateur et homme de consensus à la consolidation et au développement de l'Union européenne. Alors ça, je suis sûr que Nigel Farage prochainement ira le féliciter au Parlement européen. On continue, on va maintenant parler des différentes manifestations dans toute l'Europe. Alors on va parler d'abord des manifestations qui ont eu lieu au Portugal. Au Portugal, suite au vote du Parlement portugais en novembre dernier d'un budget d'austérité qui prévoit 3,9 milliards d'euros d'économies et de recettes supplémentaires l'an prochain, le pays ne compte plus les manifestations, le plus souvent des fonctionnaires qui seront touchés par ce budget. Alors parlons d'abord de la manifestation du 21 novembre dernier. Alors manifestation des policiers, ça j'avais oublié de vous le dire, c'est en novembre dernier, ça date d'il y a un mois, mais il faut quand même mettre les points sur les i. Manifestation de policiers contre la politique d'austérité du gouvernement, la manifestation qui a dégénéré. Certains policiers ont forcé la barrière de sécurité dressée par leurs collègues en uniforme et occupé brièvement les escaliers d'accès à l'Assemblée nationale. Le lendemain, le chef de la police a démissionné. Le 19 décembre, donc ça c'est tout récent, les agents des impôts ont entamé une grève. Alors pour la semaine prochaine, les éboueurs, les bagagistes, les bagagistes des aéroports, les conducteurs d'autobus à Lisbonne, les salariés de la Poste ont d'ores et déjà annoncé des grèves. Voilà pour le Portugal. En Italie maintenant, le 14 décembre dernier, des heurts ont éclaté entre manifestants qui protestaient contre l'austérité et la police à Rome, à Turin et à Venise, dans le cadre d'une action sociale menée par le mouvement des agriculteurs des foroconi, ça veut dire des fourches, et des chauffeurs de poids lourds. Des étudiants ont lancé des bombes de peinture vers la police à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie, autrefois puissant centre industriel frappé par la crise économique et qui est devenu le foyer des manifestations organisées dans toute l'Italie cette semaine. En Espagne, le 14 décembre toujours, sous le slogan « Non à la loi muselière », plusieurs milliers de personnes, proches notamment du mouvement des indignés, ont dénoncé samedi dernier, près du Congrès des députés à Madrid, le nouveau projet de loi sur la sécurité en Espagne. Ce texte, adopté le 29 novembre dernier par le gouvernement de droite, prévoit notamment des amendes jusqu'à 30 000 € en cas de participation aux manifestations non autorisées aux abords du Congrès des députés, du Sénat ou des assemblées régionales.
De légers incidents ont eu lieu en fin de soirée, faisant plusieurs blessés légers selon la protection civile, près de la gare d'Atosha, où la police a chargé des groupes de manifestants qui ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. Et puis parlons aussi des manifestations qui ont lieu ces jours-ci à Bruxelles, puisqu'il y a un sommet européen. Ça, on vous en parle pas trop, hein, remarquez un petit peu quand même, c'est pas trop couvert par les médias. Donc des manifestations ont eu lieu, apparemment entre 1500 et 2000 manifestants ont tenté de bloquer les routes. Alors, donc ces manifestants qui font partie de l'Alliance des 19-20, soutenue par plus de 50 organisations citoyennes et syndicales, demandent le retrait du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, appelé aussi TSCG, et l'arrêt des négociations pour l'accord du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, TTIP. Alors notez qu'une équipe d'Agence Info Libre est sur place. Suivez bien notre page Facebook, notre chaîne YouTube et le site internet, puisque vous allez avoir des informations et vous allez avoir des vidéos qui vont arriver, qui vont faire un résumé sur ce qui s'est passé pendant ces quelques jours à Bruxelles. On continue, on va parler maintenant de régionalisme, et on va parler de la Catalogne. Revenons un petit moment là-dessus, puisqu'en Espagne, les velléités d'autonomie de la Catalogne sont vraiment très fortes. Les autorités de la Catalogne et le gouvernement espagnol se sont livrés à une nouvelle passe d'armes le 12 décembre dernier sur la tenue d'un référendum autour de l'indépendance de la région. Une question qui envenime les relations entre le pouvoir central de Madrid et cette région qui est devenue autonome, alors que l'indépendantisme gagne du terrain là-bas. Alors le président de la Catalogne, Artur Mas, a annoncé l'organisation d'un référendum prévu pour le 9 novembre 2014 sur la création d'un État catalan indépendant, en dépit de l'opposition farouche du gouvernement central espagnol qui juge cette consultation anticonstitutionnelle. Je cite, « Nous avons un accord pour organiser la consultation l'année prochaine ». Fin de citation, avec les composants de la majorité au Parlement de cette région du nord-est de l'Espagne, a précisé M. Mas. Quelques minutes après cette annonce, plusieurs représentants du parti au pouvoir, le Parti populaire, ont répété qu'une telle consultation allait à l'encontre de la loi espagnole, ce qu'a confirmé le ministre de la Justice, Alberto Ruiz Gallardón. Je cite, « Le vote n'aura pas lieu car notre constitution n'autorise aucune communauté autonome à soumettre à un vote ou à un référendum les questions touchant à la souveraineté nationale. » Fin de citation. Quant au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, avec sa serpillière sur la tête, il s'est dit confiant que l'Espagne resterait un État uni. On en termine avec une information à propos du CSA, puisque le CSA, c'est-à-dire l'État, veut contrôler Internet. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veut étendre son pouvoir de contrôle aux sites de vidéos comme YouTube ou Dailymotion, mais aussi aux services de téléchargement de films comme iTunes d'Apple, entre autres. On attaque la partie économie, on démarre avec la Grèce, qui a adopté un nouveau budget de rigueur. Le Parlement grec a adopté un nouveau budget de rigueur pour 2014 sur fond de crispation avec ses créanciers de l'Union européenne et du FMI, insatisfaits des cours des réformes, là où Athènes voit au contraire d'importants progrès. Le budget de la Grèce pour 2014 n'a pas reçu l'aval de la Troïka et pourrait être amendé dans les prochains mois avec de nouvelles mesures d'austérité auxquelles le gouvernement grec serine pourtant être vigoureusement opposé. Le budget prévoit en l'état une hausse de 2,1 milliards des revenus tirés des impôts pour une baisse de 3,1 milliards des dépenses via des coups de rabot dans les secteurs de la santé, des assurances sociales et de l'éducation. Il table sur un PIB en légère progression de 0,6% après 6 années consécutives de récession, dont une contraction de moins 4% prévue pour cette année. Alors je cite M. Barroso qui a dit le 4 décembre dernier « Il faut faire plus sur le plan budgétaire, ainsi qu'en ce qui concerne les réformes de la fiscalité et de l'administration publique et des privatisations. La Troïka exige en particulier la fin d'un moratoire sur les saisies immobilières en vigueur depuis plusieurs années et qui protège les familles. Selon le journal I-Cattirini, la levée du moratoire pourrait entraîner la mise aux enchères immédiate de 110 000 habitations. La Troïka demande de plus la privatisation de 3 entreprises publiques et de plus amples coupes dans le budget de l'État, dont la diminution des salaires des fonctionnaires. Alors on rappelle que quelques 240 milliards de prêts ont été injectés dans le pays depuis son placement sous perfusion de l'Union européenne et du FMI en 2010. On continue sur le même thème de la rigueur et on va reparler de ce sommet européen qui a lieu en ce moment même à Bruxelles. Je vous parlais tout à l'heure des manifestations, mais on va parler de ce qui se passe à l'intérieur puisque apparemment les Allemands arrivent en force et vont proposer des contrats de compétitivité et de croissance. Alors qu'est-ce que c'est que ces contrats de compétitivité et de croissance ?
Un document indique que les partenaires de coalition s'engagent à ce que les États de la zone euro passent au niveau européen des contrats de réforme contraignants, faisables et démocratiquement légitimés. Ces contrats devront être dirigés dans l'optique d'un renforcement de la compétitivité, de finances solides et durablement saines, de croissance et d'emplois liés à la solidarité. Alors, selon le Financial Times qui s'est procuré les brouillons des communiqués finaux du Conseil, ces contrats concerneraient presque toutes les décisions économiques prises au niveau national, y compris les performances des marchés du travail et de la production, l'efficacité du secteur public, ainsi que la recherche, l'innovation, l'éducation et la formation. Donc tous ces sujets ne seront plus débattus au niveau national, terminé. Les décisions seront prises par l'Union européenne. Donc je vous laisse imaginer l'importance du débat et l'importance de sommet européen actuel, alors que nous sommes plongés dans l'ignorance totale, faut quand même le dire, alors qu'on va prendre des décisions extrêmement importantes pour notre futur là-bas. On parle d'un tout autre sujet, on va parler des e-cigarettes, cigarettes électroniques. Vous savez, c'est en train de prendre vraiment de l'ampleur dans l'Union européenne, un peu partout dans le monde même, j'allais dire. Là, maintenant que ça a pris beaucoup d'ampleur et qu'il y a de l'argent à se faire, l'Union européenne arrive pour mettre des règles. C'est vrai que là, par contre, pour ce sujet, apparemment, l'accord des Européens, ça s'est fait rapidement. Là, ça traîne pas. Sur les sujets un petit peu difficiles, sur l'économie, là, on a du mal à se mettre d'accord, mais là, tout le monde s'est mis d'accord en quelques heures, ça va être réglé. Les États membres de l'Union européenne ont entériné l'accord trouvé avec le Parlement européen pour encadrer le marché en plein essor de la cigarette électronique et limiter le tabagisme. Les fabricants devront se soumettre à une procédure de demande d'autorisation de mise sur le marché. La vente restera interdite aux mineurs. Le plafond de la concentration de nicotine dans les recharges est limité à 20 mg par millilitre, comme le demandait le Parlement européen, et la capacité des cartouches sera limitée à 2 ml. La Commission européenne devra présenter 2 ans après l'adoption du texte un rapport sur les risques pour la santé des e-cigarettes. On parle maintenant de plans sociaux. Alors je ne vais pas vous en faire toute une liste, on a une émission là-dessus, l'émission qui s'appelle la météo des plans sociaux. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. On va parler de 2 exemples aujourd'hui, on va parler de Caterpillar d'abord. Caterpillar où la direction a annoncé vouloir se défaire de 1400 travailleurs dont 1100 ouvriers. Alors il y a eu un référendum proposé aux ouvriers de Caterpillar, le référendum qui a abouti à un accord sur les propositions du conciliateur social et le plan négocié entre les syndicats et la direction. Alors, résultat de ce référendum, 73,9% des votants ont dit oui, 25,5% ont dit non. Alors, qu'est-ce que cet accord comprend? Il comprend notamment les modalités de prépension, régime de chômage avec complément d'entreprise, et de départ sur base volontaire avec indemnité. Elle traite également de la future organisation du site. Deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est la société Discopar. Alors Discopar a été mis en liquidation le 27 novembre dernier. Certains salariés ont reçu des SMS annonçant leur licenciement. Ça a quand même du bon les nouvelles technologies. On envoie des SMS pour licencier, c'est plutôt sympa. J'imagine le type de SMS. T'es viré, lol, PTDR, MDR, DTC aussi, il faut quand même le dire. Voilà, on va parler des banques maintenant et on va parler des subprimes. On va commencer par Bank of America. Bank of America qui a accepté de payer plus de 131 millions de dollars à la SEC, l'autorité des marchés américains, qui accuse sa filiale Merrill Lynch d'avoir induit en erreur les investisseurs sur les titres hypothécaires. Ça, c'était après la fameuse crise de 2008, crise bancaire. Toujours à propos des subprimes, on parle maintenant de Fabrice Tour. Vous savez, c'est le Français qui travaillait à la Goldman Sachs. Celui qui s'est fait attraper, il sert de bouc émissaire. C'est lui qui passe en jugement. La Goldman Sachs, elle n'a rien eu. C'est lui qui s'est fait attraper pour des malversations, un petit peu comme la Bank of America. Eh bien, le jugement a été rendu et Fabulous Fab, comme est son surnom, devra s'acquitter d'une amende de plus de 1 million de dollars. L'article dit que Goldman Sachs ne pourra pas payer l'amende à sa place. Oui, enfin bon, bref, il va bien se débrouiller pour la payer. Je me fais pas de soucis pour lui. On continue avec les emprunts toxiques et on va parler maintenant des hôpitaux français, des hôpitaux publics français, puisque la Fédération hospitalière de France appelle l'ensemble des hôpitaux publics possédant des emprunts toxiques à engager un recours contentieux à l'encontre de leur banque. Cette consigne nationale intervient en réaction à une disposition de la loi de finances pour 2014 qui accorde une aide d'1 milliard d'euros aux villes et aux conseils généraux pour les aider à se délester de leurs emprunts toxiques. Or, les hôpitaux sont exclus de cette subvention et ils se voient interdire la possibilité d'un recours contre la banque. D'où la colère de la Fédération hospitalière de France qui parle de double peine et qui s'apprête à saisir le Conseil constitutionnel.
L'emprunt en cours des hôpitaux auprès des banques s'élève à 28 milliards d'euros. Une part de cette somme, 7 milliards d'euros, correspond à des emprunts dits structurés à taux variable. Les emprunts les plus toxiques de classe 6 représentent 1,5 milliard d'euros. Un boulet au pied des hôpitaux qui se voit contraint de verser les intérêts à des taux galopants à 2 chiffres bien souvent. Le montage financier, dans la plupart des cas, a été mal pensé. Les hôpitaux ont signé les yeux fermés des prêts partiellement indexés sur la partie entre l'euro et des monnaies étrangères comme le franc suisse. La fédération hospitalière a engagé un bras de fer avec Bercy. Elle prévient qu'en l'absence de solution, elle, je cite, elle n'hésitera pas à appeler les établissements à cesser de verser les échéances indues et usuraires réclamées par les banques. Donc ça veut dire que elles vont faire banqueroute. Hein. Et comme c'est des hôpitaux publics, qui c'est qui va payer encore une fois? Une petite brève sur les Britanniques, puisqu'on apprend selon une étude que 2,5 millions de foyers devront emprunter de l'argent aux banques pour pouvoir se chauffer cet hiver. Ça, c'est vraiment dramatique. Et on termine avec une nouvelle taxe. Une nouvelle taxe, l'État français a vraiment de l'imagination en ce qui concerne les taxes, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous listais toute une liste de taxes il y a quelques semaines de ça. Là, une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe sur l'inondation. Alors, la taxe sur l'inondation est examinée cette semaine à l'Assemblée nationale, et elle a pour objectif d'entretenir les cours d'eau. Alors, on en rirait presque si ce n'était pas dramatique. On passe à la partie santé et environnement maintenant. On va parler de Chevron. Chevron qui reprend ses activités sur le gaz de schiste en Roumanie. Le géant américain de l'énergie Chevron a annoncé qu'il avait repris ses activités en vue de forer un puits d'exploration pour les gaz de schiste en Roumanie au lendemain d'importantes protestations contre son projet. Chevron a repris ses activités à Pungesti, un village dans le nord-est de la Roumanie, c'est ce qu'a indiqué la compagnie. Des centaines de Roumains ont manifesté le 7 décembre dernier dans ce village pour tenter d'empêcher Chevron de construire son premier puits d'exploration en Roumanie. Les manifestants ont démonté la clôture qui entourait le site de Chevron et y ont pénétré brièvement en scandant « Chevron retourne à la maison ». Chevron avait alors annoncé la suspension de ses activités pour la deuxième fois depuis octobre. Chevron fait face depuis plusieurs mois à une forte opposition de la population dans cette région rurale et pauvre du nord-est de la Roumanie où la compagnie a obtenu 3 permis d'exploration. De nombreux habitants craignent les conséquences sur l'environnement de la méthode très controversée d'extraction du gaz de schiste, la fracturation hydraulique. On passe maintenant à la pollution. Alors là, un article qui m'a fait vraiment ultra réagir puisque apparemment un gaz à effet de serre 7000 fois plus polluant que le CO2 a été détecté dans l'atmosphère. Donc qu'on ne vienne pas m'embêter avec ma voiture, qu'on ne vienne pas m'embêter avec la circulation alternée, qu'on ne vienne pas m'embêter avec tout ça. Hein. Vraiment, qu'on ne vienne plus m'embêter avec ces histoires. Alors, le gaz s'appelle, alors ça va être dur de le prononcer, le perfluorotributhylamine. C'est un gaz artificiel utilisé notamment dans la fabrication d'équipements électriques et électroniques. Une seule molécule de ce gaz dans l'atmosphère a le même effet que 7100 molécules de CO2, remarque notamment Cora Young, une chimiste de l'université de Toronto. Ce gaz a une très longue durée de vie dans les basses atmosphères avant de se dissiper dans les couches les plus élevées, et on ne connaît aucun agent capable de l'éliminer. D'après une étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters, ce gaz s'inscrirait dans une nouvelle classe de gaz effet de serre persistant. Il préconise une étude plus approfondie pour établir l'impact réel sur le climat. On continue, et puisqu'on parle d'électronique, on va parler des déchets électroniques qui est en forte augmentation. Dans un récent rapport, les Nations Unies pointent du doigt la forte hausse des déchets électroniques. Selon l'ONU, 65,4 millions de tonnes de déchets électroniques seront cumulés chaque année en 2017, soit une augmentation de 33% par rapport à 2012. L'état des lieux de l'ONU s'est penché sur les déchets générés par différents pays en 2012. Parmi les contrées les plus industrialisées, les États-Unis arrivent en tête de ce triste palmarès avec 29,8 kg de déchets électroniques par habitant durant l'année. Viennent ensuite l'Allemagne avec 23,3 kg, la Grande-Bretagne avec 21,8 kg et la France avec 21,1 kg. Mais les Américains sont loin d'être les pires. Les habitants du Qatar jettent quant à eux 63 kg de déchets électroniques par an en moyenne. Sur ce point, c'est cependant la Chine qui est la plus répréhensive, puisque si chaque Chinois produit seulement 5,4 kg de déchets par an, à l'échelle du pays, cela représente 7,3 millions de tonnes par an, juste derrière les États-Unis. Les États-Unis qui, rappelons-le, ont 9,4 millions de tonnes de déchets par an. L'ONU s'inquiète de la pollution engendrée par les pays émergents
qui s'ajoute à celle des contrées industrialisées, parfois à la traîne en matière de recyclage. Néanmoins, l'organisation ne donne pas d'informations précises sur ce point, faute de données complètes, notamment en Europe. Aux États-Unis, il est cependant précisé que 56% des déchets électroniques jetés chaque année sont recyclés. Cela représente environ 171,4 millions de produits. 14,4 millions sont exportés selon le rapport. On continue, on parle maintenant de Fukushima. Fukushima, où on apprend que des particules extrêmement radioactives sont trouvées à 400 km de Fukushima. Incroyable. Les particules ont été trouvées au bord de route, à près de 400 km de la centrale de Fukushima. Chaque grain est extrêmement radioactif. Il s'agit de retombées, des particules chaudes qui ont fusionné ensemble. Ces particules pourraient très facilement se retrouver dans les poumons de quelqu'un. Voilà, c'est quand même terrible et puis on ne dit pas vraiment on ne dit pas la vérité aux habitants du Japon. Et puis on va aller faire les Jeux Olympiques au Japon, ça va être super. Vous allez voir, on va faire une de ces fêtes. On continue et on va terminer sur cette information. On va parler des additifs alimentaires et des conflits d'intérêts dans nos assiettes. Alors que l'EFSA vient de conclure à la non-dangerosité pour l'homme de l'aspartame, se pose la question plus globale des additifs alimentaires. Fin 2011, l'Union européenne s'est attaquée à la première réévaluation générale des additifs de son histoire. La tâche est cyclopéenne. D'ici fin 2020, la totalité des additifs alimentaires autorisés dans les 27 pays européens devra être entièrement remise à jour. Un travail de fourmi qui mobilisera un groupe d'une vingtaine d'experts pendant les 8 prochaines années. Alors espérons que les experts seront indépendants. Une vingtaine d'additifs ont déjà été réévalués, principalement des colorants. Parmi eux, le rouge 2G, son petit nom de code c'est E128, un colorant rouge synthétique utilisé pour la production des saucisses pour le petit déjeuner et dans la viande de burger. L'Agence européenne de sécurité, l'EFSA, a souligné des problèmes concernant son innocuité, car il se révélait cancérigène. Il a été démontré qu'une fois ingéré, il se transformait en une substance appelée aniline. Or, l'aniline est considérée comme cancérigène et génotoxique chez les rats et les souris. Du coup, l'EFSA a suspendu son utilisation. Le colorant aura néanmoins été utilisé pendant plus de 30 ans. Je vous laisse lire l'article en entier, il est relativement intéressant. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et c'est terminé pour cette année 2013. Je suis extrêmement content d'avoir fait déjà 50 émissions des infos dont on parle peu. C'est extrêmement difficile et extrêmement fatigant à réaliser, mais bon, je suis content d'être arrivé là. Je vais remercier principalement tous ceux qui m'envoient des informations tout le long de l'année. Alors, Julien M, Groinc, Fabrice Del Dongo, Michel G, Bruno D. Je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Je vous remercie vous tous d'être là toutes les semaines pour regarder ma vidéo des infos. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous donner rendez-vous l'année prochaine. Je vais relâcher un petit peu la pression au niveau des informations. Mais bon, je vais continuer à être là et je vais continuer à être là justement pour mettre en place le calendrier qu'on est en train de finaliser, qu'on va imprimer et envoyer. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet. Vous cliquez sur l'e-shop et vous allez prendre notre calendrier, vous allez l'acheter au prix de 16 €. 16 € TTC, port compris. Alors certains m'envoient des emails en me disant ouais, je ne veux pas de compte PayPal, comment est-ce que je peux acheter le calendrier? Vous pouvez cliquer sur le paiement par PayPal et vous payez par carte bleue et sans faire aucun compte PayPal, sans passer par PayPal du tout, d'accord? Seulement avec la carte bleue. Donc vous pouvez le faire par le site internet déjà. On est en train de se structurer, on est en train de mettre en place des choses. On est en train de mettre en place un système de boîte aux lettres. Vous pourrez payer par chèque plus tard, mais pour l'instant, il n'y a que ce système-là. Donc écoutez, si vous voulez nous soutenir, merci de vous procurer notre calendrier qui est en cours de finalisation. Voilà. Un autre truc, alors je voulais répondre publiquement à un email que j'ai reçu. C'est un email de Grincheux qui résume un petit peu pas mal d'emails qu'on a reçus ces derniers temps. Je vous lis l'email de Grincheux. Alors, si j'étais vous, j'aurais honte de laisser la parole à des personnages extrémistes tels que Dieudonné et Alain Abozy. Ces personnes qui font le lit du FN avec des propos puants et racistes ont clairement le droit de citer dans votre blog et chaîne YouTube. Vous êtes des racistes et des extrémistes. Honte à vous. Voilà. Donc écoute Grincheux et puis aussi écoutez tous ceux qui nous reprochent un peu tout ça. On peut toujours faire comme si ces gens n'existaient pas, Dieudonné, Adrien Abozy. On peut faire comme s'ils n'existaient pas, mais bon, il s'avère qu'ils existent, il s'avère qu'ils ont des opinions. Il s'avère que chez nous, on donne le droit de citer à pratiquement tout le monde. On n'est pas ni extrême gauche, ni extrême droite, ni on est apolitique dans notre groupe. J'imagine que certains ont
ont plus d'affiliation avec certains groupes ou avec certains partis éventuellement, je ne sais même pas à la limite. Mais chez nous, tout le monde a le droit de citer, on donne la parole à tout le monde, contrairement à ce que vous voyez à la télévision et à ce que vous entendez à la radio où c'est vraiment unilatéral, on entend toujours les mêmes. Chez nous, tout le monde a le droit de citer, tout le monde a le droit de parler. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous. Si vous avez un petit peu d'ouverture d'esprit, vous écoutez les conférences d'Abosi, vous écoutez ce que dit Dieudonné, vous écoutez ce que dit un tel ou un tel, vous écoutez ce que dit le docteur Dor. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais j'écoute et ensuite je me fais ma propre opinion. Voilà, c'est comme ça que devraient fonctionner les choses selon nous. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. J'espère que tout le monde comprend bien. On donne la parole à tout le monde, à vous de vous faire votre idée. Voilà, c'est clair, net et précis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine. N'oubliez pas notre calendrier, n'oubliez pas de suivre l'agence Infolibre sur le site www.agenceinfolibre.fr. On va aussi faire évoluer notre site parce qu'on est victime du succès, on n'arrive plus à surnager parmi les milliers de connexions, je vous avoue. Donc il va falloir qu'on change de serveur encore une fois. N'oubliez pas d'aller voir aussi la chaîne YouTube, de vous abonner. N'oubliez pas la page Facebook de l'agence Infolibre. Vous avez l'habitude, je vous mets encore les liens bien évidemment. Je vais vous donner rendez-vous en janvier. D'ici là, restez bien informés. Ciao!